Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons la journaliste, écrivaine et réalisatrice Véronique Pidancé-Barrière. Bonjour. Alors vous êtes membre de Wikijustice, un comité de défense du journaliste Julian Assange qui a été créé le 7 mai 2019, c'est ça ? Exactement. Alors le 14 juin, nous apprenions que l'audience visant à statuer sur la demande d'extradition du fondateur de Wikileaks vers les États-Unis avait été repoussée à février 2020. C'est la décision d'un juge du tribunal londonien de Westminster. Oui. Pour rappel, Julian Assange risque très gros si la justice américaine parvient à lui mettre les mains dessus, car Wikileaks a révélé des informations extrêmement sensibles au public. Oui. Alors pour commencer, pour ceux qui ne sont pas bien au fait de l'affaire Assange, quelle révélation doit-on aux journalistes de Wikileaks ? Alors on doit le collateral murder, qui est un crime de guerre qui a eu lieu en Irak, qui implique des journalistes, des civils, dont 2 enfants, des journalistes de Reuters. On lui doit les carnets d'Afghanistan, où il révèle des crimes de guerre aussi, des civils tués, des femmes, des enfants, 20 000 morts en Afghanistan, il faut le rappeler. On lui doit aussi la révélation que la fondation Clinton a financé Daesh. On lui doit les Macron Leaks, on lui doit tellement de choses qu'on ne sait plus. Enfin, beaucoup de choses qui impliquent des puissants à tous les niveaux, que ce soit des financiers, des hommes politiques, des femmes politiques, des juges. Voilà. Alors Julian Assange est détenu en ce moment à la prison de haute sécurité de Belmarsh dans le sud-est de Londres, une des plus sécurisées d'Angleterre. Comment va-t-il et quelles sont ses conditions de détention ? Alors il va très mal, donc il est torturé. Il a été torturé, il est torturé, et on continue à le torturer. Le rapporteur de l'ONU est formel là-dessus. D'ailleurs, il est en train de se fédérer avec d'autres avocats pour essayer de sortir de là le plus rapidement possible. Notre crainte, c'est qu'il meure en prison assez rapidement. Il a perdu 25 kilos, il n'est plus dans un état très normal et il est à l'isolement, il n'a pas le droit de voir ses avocats, il ne peut pas organiser sa défense, on lui refuse un ordinateur, enfin voilà. Donc effectivement, il est en grand danger. Et ce qui est inadmissible, c'est qu'on puisse admettre qu'un journaliste qui n'a commis aucun crime, qui n'est poursuivi pour aucune affaire, soit enfermé dans une prison de terroristes, torturé, dans un pays qui est censé être démocratique. Et quand vous dites torturer, oui, il y a une torture mentale, donc toutes les techniques des tortures mentales, isolement, humiliation, toutes ces choses-là qui détruisent un individu. Il suffit de lire le rapport du rapporteur de l'ONU sur la torture pour comprendre à quoi Julian Assange est exposé. Quant à leur torture physique, on est incapable de mesurer puisque personne d'extérieur n'a accès à Julian Assange. Donc il est un otage totalement isolé du monde. On ne sait pas ce qu'il devient, on ne sait pas ce qu'il en est. Ces médecins des médecins hors de la prison ne sont pas venus le visiter. Donc voilà, on ne sait pas. On ne sait même pas s'il est vivant ou mort. Vous arrivez à communiquer avec lui ? Non. Non. Même ses avocats n'arrivent pas à communiquer avec lui. Même ses avocats n'arrivent pas à communiquer avec lui. Alors dans les communiqués publiés pour la création de Wikijustice, vous avez des mots très durs pour les gouvernements des États-Unis, de l'Angleterre, de la Suède et de l'Équateur, pour des raisons différentes. J'aimerais que l'on s'arrête un peu sur les accusations de viol dont Julian Assange fait l'objet, pour lesquelles il est dans le viseur de la justice suédoise, parce que c'est quelque chose qui ressort très souvent quand on parle de l'affaire Assange. L'enquête a été rouverte après avoir été abandonnée. Pouvez-vous nous expliquer le déroulé de cette affaire qui est assez étrange ? Il est assez simple. En 2010, Julian Assange a des rapports consentis avec une femme qui va à la police et qui veut qu'il fasse un test pour le sida. Et en fait, la police utilise cette femme pour l'amener à porter plainte pour viol. Donc la plainte de viol est déposée. Julian Assange apprend à en parler tabloïd. Un procureur s'empare de l'affaire qui s'appelle le procureur Finney, Eva Finney. En 15 jours, elle plie l'affaire, elle innocente Julian Assange et elle l'autorise à quitter le pays. Seulement quelques temps plus tard, quelques semaines plus tard, même pas, quelques jours plus tard, un autre procureur qui s'appelle Marianne Nier ouvre l'enquête sans raison et demande à Assange des explications. Il reste sur place 5 semaines de plus et puis finalement elle le laisse partir en Angleterre. Et puis une fois qu'il est en Angleterre, elle déclare oui un mandat international contre lui, qui est d'ailleurs signé par une agence américaine, ce qui est assez étonnant. Et à partir de ce moment-là, elle va faire traîner l'affaire pendant presque 6 ans, oui, à peu près, pendant 6 ans. Malgré une intervention du parquet de Svea qui lui demande d'accélérer les choses, malgré la volonté de l'ONU que Julian Assange soit libéré, indemnisé et conduit en lieu sûr, elle va faire traîner. Elle ne va pas vouloir prendre la déposition de Julian Assange
sur le sol anglais. Lui veut bien aller en Suède, mais à condition qu'on lui assure qu'il ne sera pas extradé aux États-Unis. Voilà, vers les États-Unis. Donc il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, Julian Assange, c'est l'homme à abattre. Il y a déjà une chasse à l'homme qui est diligentée depuis les États-Unis par l'administration Obama, avec Hillary Clinton à la tête du secrétariat d'État. Donc on imagine bien que ses ennemis étant ceux dont il a dénoncé les crimes étant sur son dos, il risque gros, il ne peut pas prendre le risque d'être extradé aux États-Unis. Donc il ne peut pas aller témoigner en Suède. Donc elle va faire traîner l'affaire comme ça jusqu'en 2016. Le parquet de Svea va lui ordonner en 2012 de faire l'interrogatoire sur le sol anglais, mais elle ne le fera pas. Donc, et en 2016, elle clora l'affaire par manque de charge, ce qui est normal puisqu'il y a eu innocentement au départ et conclusion qu'il n'y avait pas eu viol. Alors il faut bien comprendre, Julian Assange n'est pas accusé de viol, Julian Assange n'est pas poursuivi pour viol en Suède. Juste une enquête préliminaire, la 3e, c'est-à-dire pour prouver qu'il y a eu crime ou pas, a été ouverte. Oui, elle a été, voilà, c'est encore... voilà, alors je ne sais pas si vous... Enfin, moi je suis une femme, je trouve que si on se battait un peu plus pour certains violeurs en France, on comprend très bien qu'on ne rouvre pas une enquête qui a été close et dont la personne a été innocentée s'il n'y a pas de charge nouvelle au dossier. Et là, il n'y a pas de charge nouvelle au dossier. Et donc, vous n'arrivez pas à expliquer le fait que cette enquête a été réouverte. Il faut exactement expliquer ce que c'est. C'est une persécution politique. Je veux dire, le seul intérêt dans cette histoire, c'est que les États-Unis veulent récupérer Julian Assange et qu'ils veulent 2 voies de sortie pour le ramener vers les États-Unis, la Suède ou l'Angleterre. C'est plus facile d'extrader quelqu'un de Suède parce qu'on peut extrader quelqu'un pour témoignage que de l'Angleterre. Parce que si l'Angleterre extrade Julian Assange, il faut bien expliquer qu'elle va violer son droit territorial, qui lui interdit d'extrader quelqu'un qui risque et la torture et la perpétuité et la peine de mort surtout dans un autre pays. C'est comme ça que vous expliquez qu'ils se soient donné du temps et qu'ils aient repoussé tout ça à février 2020 ? Oui, ils se sont donné du temps parce que d'abord ils ont besoin d'interroger Assange, que Assange est très visiblement torturé et interrogé sur le sol anglais par les États-Unis. On n'a aucun doute là-dessus. Je veux dire, il y a une collusion entre tous ces pays. Le rapporteur de l'ONU le dit, nous l'avons tous dit. Il y a violation du droit international à tous les niveaux. C'est absolument hallucinant depuis 2009. Moi, je ne comprends pas que sur cette affaire, pas un politique français, pas un politique... On en parlera après. Voilà. Donc, c'est extrêmement grave, toutes les violations du droit. Et effectivement, c'est une persécution politique. Julian Assange est un prisonnier politique. Tout à l'heure, vous parliez de l'ONU. Il y a une question qui est très importante dans cette affaire, c'est le ruling de l'ONU en 2016. Oui. Donc, vous demandez à ce qu'il soit respecté des gouvernements précités. Pouvez-vous nous en dire plus, en fait, sur ce ruling de l'ONU en 2016 ? Parce que c'est très important dans l'affaire Assange. Eh bien, le ruling de l'ONU intervient en 2016, au moment où Julian Assange a saisi l'ONU pour faire valoir ses droits. Donc, il y a eu une enquête de l'ONU autour de l'ambassade d'Équateur, sur le fonctionnement de l'État anglais. Tout ça a débouché que sur le fait que ses droits fondamentaux étaient violés. C'est-à-dire que l'Angleterre ne respectait ni l'asile politique, ni le droit, ni sa nationalité équatorienne. Alors, il faut bien expliquer que l'Angleterre a entouré l'ambassade d'Équateur, et si Julian Assange sortait de l'ambassade d'Équateur, il était immédiatement kidnappé. Et parce que il faut bien dire, l'Angleterre n'est pas allée arrêter Julian Assange. Elle n'était pas obligée de rentrer dans l'ambassade. Elle l'a kidnappé. Ça s'appelle un kidnapping, une reddition. C'est ce qu'on fait pour les opposants politiques dans les pays du tiers-monde, exactement. On va les chercher, on les ramène, on les enlève et après on les rend à celui qui les veut. Alors j'aimerais poser la question du traitement médiatique. On en a un petit peu parlé il y a quelques instants, ou même politique. On a quand même l'impression que les médias mainstream prennent des gants pour parler de l'affaire Assange. Quand ils en parlent, on a peine à voir exprimer le soutien à l'un des leurs, d'une partie de la presse, à un journaliste. Comment l'expliquez-vous ? Alors, je l'explique par le fait que nous ne sommes plus dans des États où la presse est libre. Nous ne sommes plus très très libres en fait, depuis plusieurs années. Et donc je pense que ces journalistes ou s'autocensurent ou ne réalisent absolument pas le danger qu'ils courent eux-mêmes, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si Julian Assange est extradé et condamné pour espionnage, ça veut dire que n'importe quel journaliste du monde, n'importe quel journaliste de Libération, n'importe quel journaliste du Guardian qui a utilisé les informations de Julian Assange peut être arrêté, extradé, torturé et mis en prison aux États-Unis. Il
faut bien comprendre que Julian Assange n'est que la partie visible de l'iceberg. Vous, moi, tous les journalistes aujourd'hui, nous sommes très en danger. Tous les citoyens. Tout ce qui a été violé dans cette histoire, comme au niveau du droit international, est extrêmement grave. Plusieurs réfugiés politiques n'est à l'abri nulle part. L'asile a été détruit définitivement, l'asile politique a été détruit définitivement par Moreno. Aujourd'hui, il faut que l'ONU, il va falloir que les États, au niveau international, se rassemblent pour trouver une autre forme d'asile politique pour protéger les opposants politiques. Aujourd'hui, l'asile tel que nous le connaissons n'a plus aucune valeur. Et sur le terrain politique, on voit très peu de personnalités politiques françaises s'exprimer. Personne. Il y a eu des déclarations d'intention. Monsieur Mélenchon, il y a un petit moment... Oui, il faut accorder l'asile à Julian Assange. Ça s'appelle une déclaration d'intention. C'est-à-dire qu'on ne fait pas grand-chose. On dit oui, je suis pour, mais c'est compliqué. On avait vu la même chose pour Edward Snowden à l'époque. Exactement. Monsieur Asselineau s'est exprimé, mais pareil, déclaration d'intention. Oui, d'accord, mais bon, voilà, c'est un peu ça. Et non, personne ne bouge, mais c'est pareil. Et Mélenchon et Asselineau ne sont pas au pouvoir, donc ils ne peuvent faire que des déclarations d'intention à ce niveau-là. Non. On peut être dans la rue, on peut interpeller, on peut faire connaître le cas Assange, on peut parler de lui. On l'a vu sur certains panneaux pendant les manifestations des Gilets jaunes. Alors les Gilets jaunes s'en sont emparés, effectivement, mais pas les hommes politiques. Alors ma crainte, c'est qu'il y ait beaucoup de gens dans les câbles de Wikileaks. Alors maintenant, j'aimerais que l'on parle de Wikijustice. Alors, ce comité dont vous êtes membre, qui en a été à l'origine, comment il s'est créé ? Alors moi, à l'origine, avec quelques personnes, des avocats, qui sont des amis, quelques profs, voilà. Au départ, c'est ça. On était face à ce... D'ailleurs, pas qu'à ce viol de la loi, parce qu'on viole la loi en France, le gouvernement viole la loi en France impunément tous les samedis. Il viole le 431 du Code pénal, le 212.1 du Code pénal. Personne ne s'en offusque, pas un journaliste n'en parle. Donc c'est face à cette violation des lois générales par des gouvernants qui sont censés les faire respecter, par des policiers qui sont censés les faire respecter, que nous avons décidé de créer Wikijustice. Ça s'est créé en un soir à peu près. Ah oui, donc ça s'est fait très rapidement. Parmi les membres de Wikijustice, on peut notamment citer plusieurs personnalités récemment interviewées par Spoutnik. Je pense à Étienne Chouard, à Jean Bricmont, à Michel Collomb, à l'avocat gilet jaune François Boulot, qui était à votre place il n'y a pas si longtemps. On peut également citer l'historienne Annie Lacroix-Ritz, le journaliste Vincent Lapierre, oui. Didier Maïsto, le président de Sud Radio, oui. Olivier Besancenot ou encore Maxime Nicole, alias oui. Flyrider, populaire chez les Gilets jaunes. Votre comité semble dépasser les barrières idéologiques parce que quand j'ai vu les noms, j'ai eu du mal à m'imaginer Olivier Besancenot à côté de Vincent Lapierre ou de Jean Bricmont. Alors comment est-ce que vous faites fonctionner tout cela ? Mais c'est simple, les signataires et les membres du comité lisent le texte et adhèrent au texte. Pas un m'a demandé qui avait signé, pas un ne s'est posé la question. Ceux qui me l'ont demandé n'ont pas signé, enfin ceux qui avaient des problèmes de personnes. Oui, parce qu'il y en a eu alors. Il y en a eu, pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, pas tant que ça finalement. On regarde des différentes personnalités qui se trouvent sur ce... C'est vrai que c'est vraiment un melting pot assez... Total. Oui, c'est incroyable. J'ai été assez surpris quand j'ai vu la liste des noms. Mais tout le monde a signé le texte, tout le monde l'a lu, donc tout le monde a adhéré aux propos. C'était le but de ce texte, c'est-à-dire que quand on a fondé le comité, on s'est dit on va rassembler, mais sur quelle base ? Et la base, ça a été le texte. Est-ce que vous êtes d'accord avec le texte ou pas ? C'était la question. Tous les gens qui ont signé ce texte sont donc de très grands démocrates, quelles que soient leurs origines, et politiques et sociales, et ils sont pour la liberté totale de la presse, pour la liberté d'informer et pour la liberté d'opinion. Et je reprendrai Noam Chomsky. Quand on veut la liberté d'information et la liberté d'expression, on la veut pour son pire ennemi. Donc voilà, ils le prouvent. Ils veulent la liberté d'information et d'expression pour leur pire ennemi. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans vraiment le vif du sujet. Que comptez-vous faire pour faire grossir votre comité ? Et surtout, concrètement, quelles actions allez-vous mettre en place maintenant pour aider Julian Assange ? Alors, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. D'abord, la justice anglaise vous a donné du temps. Vous avez... Alors non, la justice anglaise nous a donné du temps, mais on n'est pas on n'a pas très envie d'attendre que ça se produise. On veut que Julian Assange sorte de prison le plus vite possible. Il ne devrait pas y être. Il est innocent, il n'a commis aucun crime, il ne mérite pas d'être à prison, il faut qu'il sorte, qu'il puisse avoir accès à ses avocats. Donc ça, on va rester sur cette base-là, c'est-à-dire sortie immédiate. Il ne devrait même pas être jugé pour extradition. Il n'y a pas de raison. Concrètement, ce qu'on va faire, alors déjà, on va s'organiser en loi 1901 pour devenir personne morale.
Nous avons des avocats qui travaillent sur le sujet, donc nous n'excluons pas de porter plainte à la CPI contre les pays incriminés. La Cour pénale internationale. Voilà, la Cour pénale internationale. Nous allons saisir l'ONU, effectivement, de nouveau. Nous l'avons déjà saisi, ils ont reçu le courrier, parce que nous en sommes à la phase d'information. C'est-à-dire que là, on est en pleine campagne, on réhabilite Julian Assange, on le réhumanise, puisque la presse mainstream l'a déshumanisé. Personne ne s'est offusqué qu'il soit vendu, traité comme un objet, vendu, rentabilisé. On a vendu les images qui ont été filmées à l'ambassade d'Équateur au plus offrant en Espagne. Enfin, il y a une enquête en cours en Espagne. Donc, ça s'appelle rentabiliser. Maintenant, on le torture, donc on le maltraite comme un objet et on s'en débarrassera comme un objet. Donc là, nous sommes en pleine campagne, je dirais, de presse, un peu sauvage. Nous sommes quelques journalistes à l'affaire et à réhabiliter et à faire savoir. On en est là, parce que plein de gens ne connaissent pas Julian Assange. Ah oui, c'est pour ça que j'ai voulu vous inviter aujourd'hui, parce que oui, on ne parle pas énormément de cette histoire. Non, il y a vous, il y a RT. Oui, nous, il y a RT. Et il n'y a pas grand monde, effectivement. Sud Radio, on parle. Sud Radio, oui, Sud Radio, on a parlé, mais Didier Maesto est dans le comité, il est membre du comité. Donc, effectivement, ceux qui sont préoccupés par ce qui se passe aujourd'hui au niveau international sont dans le comité. Et voilà, donc, loi 1901, c'est la prochaine étape. Un site qui est en préparation, qui va nous servir d'outil de travail. Parce que vous avez une page Facebook aussi. On a une page Facebook, une page Twitter, mais on est très censuré, donc il faut le dire. Moi, mon compte Twitter a été bloqué dès l'envoi des textes. Parce qu'il faut quand même expliquer que ces textes ont été envoyés à tous les parlementaires anglais, ils ont été envoyés à tous les parlementaires australiens, ils ont été envoyés à tous les parlementaires suédois, ils ont été envoyés à tous les médias mainstream d'Australie, des États-Unis, de Suède, partout. Enfin, partout où on a pu l'envoyer, il a été envoyé en Belgique, puisqu'on travaille avec les Belges. Et pour l'instant, nous expliquons... Vous savez, quand une femme est battue ou quand un enfant est maltraité, la police vous dit « Ah, on n'est pas intervenu parce que les voisins n'ont rien dit ». Alors nous sommes placés comme étant les voisins de Julian Assange et nous sommes en train de dire à tout le monde « Voyez, là, il y a un monsieur, il est dans une prison pour terroristes, il ne devrait pas y être. Il est torturé, il ne devrait pas être torturé. Il devrait être libéré parce que l'ONU l'a demandé. Il devrait être indemnisé parce que l'ONU l'a demandé. Il devrait être conduit en lieu sûr et protégé parce que l'ONU l'a demandé. Et vous ne le faites pas. Donc nous vous prévenons tous. Vous ne l'avez pas fait, vous ne le faites pas. Vous êtes donc coupable du crime ou complice du crime. Exactement comme les voisins qui ne signalent pas une femme maltraitée. » Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Véronique Pidon-Barrière.